Alors bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir les impacts potentiels que peuvent avoir les ETF sur les petites et les moyennes valeurs qui sont cotées sur Euronext. En effet, on va voir qu'il existe des configurations de marché où on peut avoir des opportunités d'investissement lorsque l'on fait du stock picking et que l'on veut acheter des actions qui sont cotées. Donc pour pouvoir traiter ce sujet, je vais m'appuyer sur des témoignages de dirigeants, des témoignages de gérants et on aura des exemples concrets de manière à ce que tout ça soit assez tangible. Et restez bien jusqu'au bout puisque à la fin j'aurai besoin de vos lumières pour tenter de dénicher un maximum de ces opportunités. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Acheter quand les ETF vendent. Donc ici on verra les ETF, les bases. Alors on reviendra très rapidement sur ce qu'est un ETF, comment ça se construit. On regardera les vendeurs forcés, c'est quoi exactement, en quoi ça peut être des sources d'opportunités. On prendra des exemples concrets et à la fin, je vous poserai quelques questions. Alors les ETF, donc un ETF c'est quoi? Donc ça s'appelle aussi tracker, donc c'est émis par des sociétés telles que ici BlackRock, etc. Donc l'idée d'un tracker, c'est d'aller, comme son nom l'indique, pister, traquer, copier un sous-jacent. Et dans la thématique que l'on traite donc ici, comme sous-jacent, on va prendre un indice boursier qui est donc composé en fin de compte d'actions cotées. Et on regardera aussi la façon dont les indices boursiers sont notamment calculés à travers un exemple tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les encours des ETF, maintenant, ça explose et ça dépasse très largement maintenant la gestion active. Je vous ai mis ici un extrait d'une étude de Goldman Sachs qui date de 2023. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 27 trillions en fin de compte de dollars qui composent en fin de compte tous les fonds, qu'ils soient actifs ou passifs avec les ETF. Donc trillions, c'est des milliards de milliards, donc on est sur 10 puissance 18 dollars. Donc là, c'est énorme. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à peu près depuis 2022-2023, vous avez les encours en fait de la gestion passive qui a dépassé les encours de la gestion active avec cette pente en fin de compte où les parts de marché sont probablement piquées par la gestion passive par rapport à la gestion active. Et pour nos exemples qu'on va faire ici, on va prendre des ETF qui sont dits à réplication physique, c'est-à-dire qu'on va prendre des ETF qui possèdent vraiment, en fin de compte, les titres qui composent l'indice boursier. Alors les vendeurs forcés. Donc c'est quoi un vendeur forcé? C'est quand dans un marché, en fait, vous avez un acteur qui doit vendre pour des raisons qui lui sont imposées. Donc c'est pas forcément la valeur fondamentale de la société qui est plus bonne et puis qu'il faut vendre, c'est qu'il peut avoir des soucis qui sont tout à fait externes en fin de compte à la valeur intrinsèque en fait de la société qui est cotée. Donc un ETF à réplication physique, il copie un indice boursier comme on l'a vu et il doit suivre en fin de compte les sorties des titres de tel ou tel indice. Donc quand vous avez un indice qui est copié par un ETF spécifique en réplication physique, si au sein de cet indice vous avez un titre qui sort, l'ETF il doit s'ajuster et vendre ses titres. Et donc il existe des configurations de marché où vous allez avoir l'ETF qui est donc forcé de vendre des titres, sous-entendu dans l'indice boursier vous avez des titres qui sont sortis, et donc certaines configs on va voir que ça peut avoir un impact énorme sur le cours de bourse. Donc dans le livre qui s'appelle La chose la plus importante de Warmark, je vous ai pris ici un extrait où il dit que les meilleures opportunités d'achat se produisent lorsque les détenteurs d'actifs sont dans l'obligation de vendre. Or, lors des crises, ils étaient nombreux dans ce cas-là, et donc de temps en temps, on a aussi des détenteurs qui deviennent vendeurs contraints pour des raisons telles que les fonds qu'ils gèrent ont subi des retraits, les lignes dans leur portefeuille enfreignent les directives d'investissement ou ils ont reçu des appels de marge. Donc là, c'était plutôt, je dirais, pour des fonds qui sont plutôt actifs, mais on peut rajouter ici une catégorie qui peut être la gestion passive doit ajuster par rapport à son indice de référence. J'avais interviewé aussi Romain Burnand lorsqu'il était venu sur ma chaîne Finance Academy. Donc je vous mets ici le lien de son intervention. Donc Romain Burnand, c'est le fondateur de Moneta Asset Management, c'est aussi le gérant de Moneta Asset Management et donc depuis 2003, il a un fonds qui est son fonds phare qui bat même la performance du SP500. Et écoutez ce qu'il dit sur les ventes forcées. S'il y avait une crise comme en l'an 2008, il y aurait une chute des petites valeurs, il y aurait des vendeurs forcés. Nous, on ne serait pas un vendeur forcé, et donc on pourrait être à certains moments très largement investi, à 80%, dont il y avoir très peu liquide, dont les gens se débarrassent. Donc là, on ferait pour nos porteurs une excellente affaire.
Alors donc en synthèse, ce qu'on peut dire sur les vendeurs forcés, c'est que les ventes, elles se font pour des raisons qui sont externes à la valeur intrinsèque de la société et ça va appuyer sur les cours, notamment pour les ETF qui sont à réplication physique, ils peuvent être amenés à vendre des titres et à ce moment-là, si tous les ETF vendent en même temps les titres, vous allez avoir une configuration particulière, vous allez avoir un flux de vente en fait des ETF qui va être très supérieur aux achats, je dirais, classiques et donc à ce moment-là, vous pourrez avoir une opportunité au niveau de l'actif financier qui est coté, puisque vous allez avoir le cours qui va être énormément dégradé, moins 10, moins 15, moins 20, jusqu'à moins 30%. Et ça va être potentiellement des opportunités pour les acheteurs qui voudront faire des affaires. Alors en exemple, le premier exemple que je vais prendre la société Lagardère en 2022. Donc je vous mets ici le cours de bourse de Lagardère. Donc ici vous avez donc l'année 2022 qui commence là. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est une forme de plateau, tout simplement parce que Lagardère a été annoncée soumise à une OPA de la part de Vivendi. Donc tout là, c'était le temps de faire l'OPA avec ici une réhausse en fait de l'offre. Ici, vous avez le détachement d'un dividende. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, c'est la période de l'OPA, grosso modo, vers 25 euros, 24,5, 25 euros. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez la fin de l'OPA début juin, à peu près, 2022. Et là, vous avez le cours de bourse qui chute à peu près jusqu'à plus de 30% en moins d'un mois, en fait, alors que les valeurs intrinsèques de la société ou les fondamentaux de la société ne sont pas particulièrement dégradés, il n'y a pas eu de news particulière, etc. Et écoutez ce que va dire un gérant qui s'appelle Jean-François Delcaire sur cette situation de Lagardère. Pourquoi le cours de bourse a dévissé de 30% à la sortie de l'OPA de Vivendi. Pourquoi retenez-vous ce titre Lagardère? Pourquoi l'avez-vous intégré à vos portefeuilles chez HMG? Jean-François. Alors, ce qui nous a vraiment intrigué, c'est le parcours récent boursier du groupe Lagardère. Bon, il y a eu beaucoup de péripéties en 2021 et la société a fait l'objet au printemps de cette année d'une OPA, une offre publique d'achat de la part du groupe Vivendi. Cette OPA un peu complexe, qui valorisait le cours de Lagardère autour de 24 euros, elle vient de se terminer mi-juin et il se trouve que, sans qu'il y ait eu vraiment de nouvelles, le cours de bourse, eh bien, il vient de perdre 27% en moins d'un mois. Et cette chute, pour moi, elle est vraiment très technique. Car, en fait, l'explication est la suivante, c'est qu'il y a de nombreux fonds dits passifs, vous savez, des trackers, là, vous venez d'en parler, des fonds indiciels qui possédaient des actions Lagardère et qui ne pouvaient pas techniquement apporter à l'offre publique d'achat. Et peu de temps après cette offre, comme le flottant, vous savez, le flottant, c'est la part des actions Lagardère qui sont détenues dans le public, ce flottant a été divisé par deux. Les fonds, ils ont vu le poids de l'action de Lagardère dans les indices boursiers qu'ils reproduisent chuter d'autant, et ils ont été obligés de vendre leurs actions dans un marché évidemment peu liquide en regard de leur détention. Et en face, ce qui est intéressant, c'est que les performances économiques de Lagardère en 2022 ne devrait pas être mauvaise. Le pôle édition, il peut souffrir d'une base de comparaison un peu inconfortable parce que l'année 2021, on l'imagine tous, elle était très favorable aux ventes de livres. Mais en revanche, l'année 2022, on s'en fait l'écho sur cette antenne tout le temps, elle devrait être une année très bien orientée avec la très forte reprise des flux touristiques dans le monde. Alors donc, ce que nous explique Jean-François Delcaire, c'est que donc les indices qui sont à pondération par le flottant ont diminué la part de Lagardère dans l'indice, puisque ici, vous avez, supposons Lagardère qui avait un poids peut-être de 3% dans un indice. À ce moment-là, le flottant, comme il a dit, il a été asséché de 50%. Donc, ça veut dire que le poids dans l'indice doit passer à 1,5%. Donc, ce qui fait que vous avez des ETF qui ont vendu, en fin de compte, les titres Lagardère. Et là, vous vous êtes retrouvé dans la configuration où, comme je l'ai dit, en face, il y avait moins de flux acheteurs. Et là, vous avez eu un effondrement du cours jusqu'à du moins 30% en 30 jours, alors que les fondamentaux de 2022 étaient plutôt bons. Alors, deuxième exemple qu'on va prendre, c'est la société ABC Arbitrage. Et là, on va être sur début 2024. Donc, ici, vous avez le graphe de cette société, donc qui cotait à peu près, on va dire, aux alentours de 7 euros dans les années 2021-2022. Après, la société a annoncé des résultats qui allaient se dégrader, puisque cette société, je rappelle, elle a une performance économique qui est énormément liée à la volatilité des marchés. Donc, quand les marchés sont plus volatiles, les résultats ne seront pas bons. Et ils avaient annoncé ici des résultats qui allaient être pas bons en 2023. Donc là, vous avez eu des ventes en fait liées pas du tout à des ETF, mais à des acteurs de marché qui avaient des doutes sur la valeur intrinsèque de la société. Par contre, ici, il s'est passé effectivement des vendeurs forcés de type ETF
et écoutez ce qu'a dit Dominique Séolin, le CIO de cette société, lorsqu'il a fait une conférence avec les investisseurs au tout début 2024 pour expliquer cette baisse du cours selon lui. J'en viens au cours d'ABC Arbitrage et à l'univers des mid-small. Je vais commencer par le cours d'ABC Arbitrage et puis je ferai un petit aparté sur l'univers des mid-small côté. Sur la partie ABC, on a compris ex post, donc ça c'est une déception parce qu'on n'a pas réussi à avoir toutes les données en temps réel. Donc on va s'équiper pour le futur pour être peut-être plus réactif sur le sujet, mais on n'aurait de toute façon pas pu y faire grand-chose. Mais on a compris ex post que la baisse du cours vient principalement d'une sortie d'indices MSCI Mid-Small et que des ETF qui répliquent ces indices-là sont finalement plus présents en montant qu'on ne pensait qu'ils ne l'étaient. Et donc, leur sortie ou leur méthode de sortie, qui utilise de la vente à découvert un mois avant la sortie de l'indice et ensuite solde le dernier jour, donc le 29 février, a pesé sur le cours de bourse de manière significative, puisqu'ils ont fait des parts de marché qu'on estime entre 25 et 35% des volumes sur ABC Arbitrage. Donc, la totalité des données en la matière n'est pas encore totalement finalisée. Donc, c'est un travail qu'on a mis un petit peu de côté pour d'autres priorités, mais qu'on va finir dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Mais la réalité et l'explication macro, elle est bien là. On sait que c'est ça. Et donc, c'est un vrai problème quand même d'emprise de ces fonds ETF sur le mid-small côté, puisque vous savez que les mid-small côté, et là je glisse sur mon deuxième sujet, sont un univers qui est en manque de liquidité, qui est en manque d'investisseurs de buy side. Et c'est vrai que le montant détenu par ces ETF versus la liquidité des titres sur lesquels ils détiennent ces ETF-là ont pris des positions, pose une question et un problème sur l'influence sur le cours de bourse de ce type d'ETF. Donc c'est un sujet que je vais traiter dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, en l'occurrence, pour l'instant, l'explication est très claire et je vous la donne ici aujourd'hui. Dans ce qu'a dit Dominique Séolin sur l'explication de pourquoi le cours de bourse d'ABC Arbitrage il a passé à peu près de 4,8 vers 3,7 en un mois, c'est qu'effectivement il y avait des ETF qui copiaient un indice de référence et que ABC Arbitrage est sorti cet indice de référence et à ce moment-là il y a eu des ventes forcées de la part des ETF qui ont dû vendre rapidement, ce qui fait que ça a planté le cours pour passer de 4,8 à 3,7 en moins d'un mois. Et il a dit cette phrase, en fin de compte, le poids des ETF sur les mid and small est vraiment un sujet important. Et comme on l'a vu sur les encours des ETF qui n'arrêtent pas de monter, il est probable que c'est pas prêt de diminuer, sauf si la réglementation change, etc. Mais vous vous retrouvez avec des ETF qui ont une capacité de pouvoir planter le cours qui est probablement forte, puisque sur certaines valeurs, vous avez de la liquidité qui est plutôt faible, et quand vous avez tous les ETF qui sortent en même temps, et ben ça fait des types de cours comme ça. Alors avant de passer aux questions, je vous rappelle l'existence de mon partenariat avec Zone Bourse, et actuellement, il propose une promotion exceptionnelle de moins 40% sur tous les abonnements annuels. Donc pour pouvoir en profiter, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous aurez automatiquement la réduction de moins 40%. Et comme c'est un lien qui est affilié, vous participerez au développement de ma chaîne YouTube. Alors voilà, donc maintenant on va passer aux questions. Donc j'en ai une première qui est d'ordre général. Quel est votre avis sur cet impact des ETF sur les mid et small? Mettez ça dans la barre de commentaires. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'est particulièrement impactant, mais il y a très peu de gens qui en parlent. Ça peut nous offrir des opportunités, je dirais, nous, lorsqu'on fait du stock picking, qu'on a une watch list avec des sociétés qu'on aimerait avoir moins chères. On peut avoir des décrochages pour des raisons inexpliquées, puis qui en fait s'expliquent par la suite par des ventes forcées de type ETF. Et après, j'ai deux questions techniques parce que j'ai absolument pas trouvé les réponses. C'est comment savoir que telle société cotée est dans tel ou tel ETF, combien d'ETF, le nombre de titres détenus par les ETF, etc. Donc là, je parle bien de la société, je remonte vers les ETF et non pas des ETF, qu'est-ce qu'il y a dans tel ETF. On parle vraiment de la société cotée, par exemple n'importe quelle société, donc genre ABC Arbitrage, et combien il y a d'ETF qui ont du ABC Arbitrage et quel est le nombre de titres détenus. Et la deuxième question qui est le pendant de ça, c'est comment savoir que tel titre va devoir être fortement allégé par tel ETF, parce que tout simplement l'indice de référence il a changé et à ce moment-là ça impacte le titre qui est coté. Pour moi c'est particulièrement compliqué je pense de pouvoir répondre à ces questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilotage global en fait
de tout ça. Donc les grosses difficultés, c'est qu'il y a énormément d'indices, il y a énormément de trackers associés, il y a tout un tas de business en fait qui est en train d'exploser là-dessus. On va probablement avoir des indices verts, des indices ESG, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Et on va avoir probablement des trackers aussi associés qui vont encore beaucoup augmenter, qui vont encore complexifier le fait de quel est l'impact en fait que peut avoir les ETF sur les actifs qui sont cotés. Bon voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc je vous rappelle l'existence de ma newsletter qui est entièrement gratuite, qui vous permet d'avoir 30 minutes de cours gratuits sur comment lire les états financiers des sociétés. Et vous aurez aussi accès à mes dernières analyses de sociétés cotées. Donc pour être inscrit, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous rentrez votre mail et vous êtes automatiquement abonné. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.